nous sommes réunis aujourd'hui afin d'examiner le travail de thèse de Madame Claire Debreu, qui nous parlera de la ségrégation intergranulaire du bore dans un acier trempant au bord, on va dire. Avant ceci, je tiens à saluer la candidate, forcément, saluer mes collègues du jury qui va examiner ce travail et saluer tous ceux qui participent dans cette soutenance. Avant de laisser la parole à la candidate pour la présentation du résultat de son travail, je propose que le jury se présente et à ce titre-là, je commencerai par moi-même. Je suis Anne Nafraskiewicz et je suis directrice de recherche à l'école de l'île de Saint-Étienne. Je dois dire aussi que je reviens avec ce sujet de thèse à mes premiers amours. Hein. C'était les questions de ségrégation intergranulaire. Hein. C'était les questions que je traitais dans ma thèse et ensuite au début de mon travail de chercheur. J'ai le plaisir de présider ce jury. C'est à ce titre-là que j'animerai les discussions tout en laissant forcément la parole à mes collègues. Je propose donc maintenant que mes collègues du jury se présentent. On va commencer par Khalid Oumada, le premier rapporteur de ce travail. Khalid, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Khalid Oumada, je suis professeur à Aix-Marseille Université. Je travaille dans le laboratoire IM2FD et je suis un spécialiste de sonde atomique tomographique et je travaille sur ces phénomènes de ségrégation intergranulaire et aussi sur les dislocations. Merci. Florence Pettinari. Merci Madame la Présidente. Alors, donc, je suis Florence Pettinari-Sturmel, professeure à l'Université de Toulouse et rattachée au CMS pour mes activités de recherche. Je m'intéresse à la relation microstructure-propriété mécanique dans les alliages métalliques à partir de méthodes expérimentales basées sur la microscopie électronique en transmission. Merci. Nathalie G, examinatrice dans ce jury. Bonjour à tous, donc Nathalie G, je suis chargée de recherche au CNRS et affectée au LEM3 à Metz. Donc je travaille en particulier sur des questions de microscopie d'orientation appliquées à des études de transformation de phase. Et j'avais été en contact avec Claire au début de sa thèse pour échanger un peu autour de questions de BSD. Voilà. Merci. Et ensuite, nous avons l'équipe encadrante, donc Thomas Surmeil, le premier encadrant industriel de ce travail. Oui, bonjour à tous. Donc Thomas Surmeil, je suis responsable d'un groupe de recherche métallurgie au centre de recherche d'Ascométal, principalement en charge de développement de produits nouveaux. Merci. Frédéric Danois. Bonjour à tous, Frédéric Danois, je suis chargé de recherche CNRS, affecté au groupe de physique des matériaux à Rouen, et je travaille essentiellement sur les transformations de phase à l'aide de la sonde atomique tomographique. Et en particulier, je m'intéresse beaucoup aux aciers. Merci. Et Didier Blavette, directeur de thèse. Votre micro est désactivé. Didier, on ne t'entend pas. Voilà, bonjour. Donc Didier Blavette, professeur de l'université, directeur de thèse de Claire, et je m'intéresse à la sonde atomique tomographique et ses applications en nanosciences et en métallurgie physique de manière générale. Voilà. Merci. Et nous avons un invité industriel dans ce jury, Simon Cato. Micro activé. Ah, on ne t'entend pas, Simon. Simon, on ne t'entend pas. Simon, on n'entend rien. Oui, bonjour à tous. Ah, c'est mieux là, je pense, pardon. Oui. Excusez-moi. Donc Simon Cato, donc je suis ingénieur de recherche au centre de recherche d'Ascométal, donc dans le groupe qui est managé par Thomas Surmeil. Et donc moi j'ai participé au suivi de la thèse de Claire, donc pas depuis le tout début, mais depuis, on va dire, le premier tiers. Merci.
Donc, c'est le moment de passer la parole à notre candidate. Madame Debreu, vous disposez de 45 minutes pour nous présenter les résultats de votre travail de thèse. Suite à cette présentation, nous passerons à la discussion avec le jury et finalement à la délibération en vue de l'attribution du diplôme de docteur. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Écoutez, donc je suis Claire Debreu, bonjour à tous. Je vais vous présenter une partie des résultats de ma thèse sur la ségrégation intergranulaire du bore dans l'austénite d'un acier trempant au bore, qui est une étude par tomographie atomique et modélisation. Donc c'était une thèse CIFRE en collaboration entre l'entreprise Ascométal et le laboratoire GPM. J'ai été dirigée par Didier Blavette et encadrée par Frédéric Danois au GPM et par Thomas Sourmeil à l'entreprise Ascométal. Donc avant de commencer, je voudrais vraiment remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail et les remercier pour leur présence aujourd'hui dans des conditions qui sont un peu particulières. Donc je commencerai par vous présenter le contexte de l'étude. Je vous parlerai ensuite des mesures de la teneur en bore qui ont été réalisées sur des joints de grains austénitiques. Nous verrons ensuite le modèle qui a été développé pour la ségrégation, enfin pour simuler la ségrégation du bore, pour terminer par une confrontation des résultats numériques et expérimentaux, et bien entendu les conclusions et perspectives qui sont tirées de ce travail. Alors, concernant le contexte de l'étude, l'étude de la ségrégation du bore dans des aciers trempant au bore est liée à l'effet du bore dans ces aciers. Cet effet, il se manifeste par un gain en trempabilité, c'est-à-dire que la vitesse de refroidissement minimale pour former de la martensite diminue. Pour produire cet effet, une faible quantité de bore suffit, on est de l'ordre de quelques dizaines de ppm pour. Ce gain en trempabilité, il est produit par un ralentissement de la germination de la ferrite, ce qui permet, lors du refroidissement de la phase austénitique, de former de la martensite plus facilement. Donc ici, vous avez deux diagrammes de transformation en refroidissement continu, simplifiés dans le cas d'un acier sans bore et d'un acier avec du bore. La présence de bore va donc ralentir la germination de la ferrite, ce qui va retarder les transformations vers les temps les plus longs. En rouge, ici, vous avez 3 vitesses de refroidissement différentes, donc du plus rapide au plus lent, donc identiques sur les deux graphiques. On peut imaginer par exemple une trempe à l'eau, une trempe à l'huile et une trempe à l'air. Et on voit qu'en présence de bore, une vitesse de refroidissement plus faible peut permettre d'obtenir de la martensite que s'il n'y avait pas eu de bore dans l'alliage. Donc comment la présence de bore dans un acier peut créer un tel effet sur la germination de la ferrite? Il faut savoir que la ferrite se forme préférentiellement aux joints de grains austénitiques, donc par germination hétérogène. La présence de bore sur ces joints de grains va diminuer l'énergie interfaciale, ce qui va augmenter la barrière de germination hétérogène. Donc finalement, la germination hétérogène de la ferrite devient moins favorable en présence de bore aux joints de grains, ce qui favorise donc la transformation de l'austénite en martensite. Le bore est apporté aux joints de grains par deux types de ségrégation intergranulaire qui peuvent coexister, la ségrégation à l'équilibre et la ségrégation hors équilibre. La ségrégation à l'équilibre, est un phénomène thermodynamique de redistribution locale des solutés par diffusion pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Donc une diffusion des solutés du grain vers le joint de grain. Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteinte, la teneur dans le grain et dans le joint de grain est équilibrée. Et cet équilibre à une température T est décrite par MacLean dans cette équation simplifiée dans le cas où la teneur dans le grain est basse, comme c'est le cas dans les alliages étudiés pour le bore. Avec XJ, je disais que l'équilibre entre la teneur dans le grain et dans le joint de grain est défini par cette équation de MacLean qui est simplifiée dans le cas où la teneur dans le grain est basse, comme c'est le cas pour le bore et les aciers étudiés, et avec XJ, la fraction de bore au joint de grain, et XM, la fraction de bore dans la matrice ou dans le grain. Delta E est l'énergie de ségrégation à l'équilibre et T, la température considérée. MacLean définit également un taux d'enrichissement à l'équilibre qui est le rapport entre la teneur dans le joint de grain et la teneur dans le grain, donc qui dépend de la température. Ici, vous avez un graphe de l'application de cette formule avec une énergie de ségrégation de 0,65 electronvolts qui est issue de la littérature et une teneur dans le grain XM que l'on a prise égale à la teneur nominale dans l'alliage, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc on voit que pour une teneur dans le grain constante, le taux d'enrichissement en bore diminue avec la température. La ségrégation hors équilibre, elle, est un phénomène thermodynamique, piloté par la diffusion de complexes lacunes bore. Dans le grain, des lacunes vont s'associer à des atomes de bore pour former des complexes. Maintenant, si on prend le cas d'une trempe, le passage d'une température élevée à une température plus basse crée un excès de lacunes. Si la mobilité est suffisante, un mouvement des lacunes vers le joint de grain et du bord d'un joint
va s'amorcer pour s'annihiler sur les plus de défauts que sont les joints de grains. Donc sur les plus de défauts que sont les joints de grains. Donc le mouvement des lacunes vers les joints de grains va, dans son mouvement, s'associer avec d'autres atomes de bore pour former de nouveaux complexes. Donc c'est finalement le mouvement des lacunes vers l'interface sous forme de complexe qui va apporter du bore aux joints de grains. Et c'est ce que schématise cette animation très simplifiée du phénomène, où on voit les complexes existants et nouvellement formés qui s'éliminent à l'interface. Donc l'enrichissement du joint de grain a lieu via l'élimination de ces complexes sur l'interface. Alors, dans un système qui présente une coexistence des deux mécanismes de ségrégation, comme c'est le cas pour le bore, l'évolution de la teneur en bore au joint de grain est donc la somme de la contribution des deux mécanismes, de ségrégation à l'équilibre et de ségrégation hors équilibre. En nous appuyant sur les travaux de He et ses collègues, nous avons schématisé l'évolution théorique de la teneur en bore au joint de grain au cours d'un maintien à une température T2 qui suit une trempe infiniment rapide depuis un équilibre thermodynamique à une température T1. Donc à T0 sur notre graphique ici, la teneur en bord initiale en joint de grain est celle d'avant-trempe, à savoir l'équilibre thermodynamique à une température T1, qui est décrite par Maclean. À la température T2, selon la théorie de Maclean, est attendue une teneur à l'équilibre supérieure. Donc dans les premiers temps de maintien, une ségrégation à l'équilibre va se mettre en place qui enrichit la teneur en bord au joint de grain. Dans un même temps, la trempe infiniment rapide a créé un excès de lacune qui n'a pas pu s'éliminer. Donc une ségrégation hors équilibre se met également en place et dans les premiers temps de maintien, un enrichissement à la fois via la ségrégation du bord libre et des complexes va enrichir la teneur en bord au joint de grain. Donc on a une augmentation. Lorsque la teneur en bord à l'équilibre à la température T2, donc ici, est atteinte, le mécanisme de ségrégation à l'équilibre s'arrête, mais la ségrégation à l'équilibre continue tant qu'un excès de lacune de trempe existe. Donc on peut dépasser cette teneur, et dans ce cas-là, lorsque la teneur à l'équilibre est dépassée, un gradient de concentration se forme dans le grain, que le système cherche à éliminer pour tendre à l'équilibre thermodynamique, et à ce moment-là, un rejet d'atomes du joint de grain vers le grain va avoir lieu, c'est ce qu'on appelle la déségrégation. Donc finalement, à un même moment, on va avoir une compétition entre des atomes de bord qui vont rentrer dans le joint de grain et d'autres qui vont rentrer dans le joint de grain par la dissociation des complexes et en sortir par la déségrégation. On parlera alors de TD, qui est le temps à partir duquel la déségrégation commence. Et cette compétition entre les atomes de bord rentrant et sortant va créer deux régimes de ségrégation où un maximum d'enrichissement est atteint pour le temps appelé Tmax. Lorsque le temps est inférieur à Tmax, l'enrichissement via la dissociation des complexes est dominant sur la déségrégation des solutés. Donc la teneur en bord au joint de grain augmente. Lorsque le temps est supérieur à Tmax, la déségrégation devient dominante sur l'enrichissement et donc la teneur en bord au joint de grain diminue jusqu'à atteindre un équilibre pour des temps de maintien beaucoup plus longs. Alors on voit bien avec cette évolution que l'évolution de la teneur en bord au joint de grain n'est pas monotone et peut présenter jusqu'à 3 régimes de ségrégation si les conditions de temps et de température s'y prêtent. On imagine bien également que lors d'une trempe non infiniment rapide, si les conditions de temps et de température sont réunies lors de la trempe, la teneur en bord au joint de grain va également évoluer. C'est à ce moment-là la teneur à T0 sur notre graphique qui va changer. Donc l'objectif de cette étude, c'est de comprendre
Cette configuration, elle permet également de limiter les effets de grandissement locaux qui sont créés par la présence d'éléments au champ d'évaporation différents, comme le bord dans la matrice et le bord dans le champ de grain, pardon, et le fer dans la matrice. Donc ça crée des erreurs de reconstruction qui, notamment dans notre cas, élargissent les profils de concentration à travers l'interface. Donc pour toutes ces raisons, l'idéal est donc de placer l'interface dans cette configuration-là, et un protocole particulier a donc été mis au point pour ça. Ce qu'il faut noter, ce qui est important de noter ici, c'est que l'étude de la ségrégation à travers un ancien joint de grain sténétique, la quantification à travers un ancien joint de grain sténétique dans une matrice martensitique est une configuration très complexe, puisqu'on cherche une interface dont la trace est noyée parmi les dizaines d'autres de la nouvelle structure martensitique. Donc ici, vous avez une vue de la surface d'un des échantillons. On voit plusieurs interfaces martensitiques. Donc c'est une vue par imagerie aux Gallium, par fil. On voit plusieurs interfaces martensitiques, mais on n'est pas capable avec cette image de localiser et de distinguer les anciens joints de grain sténétiques parmi les autres interfaces de structure martensitique. Donc pour localiser ces anciens joints de grain sténétiques et permettre le prélèvement pour une analyse en atomique, un protocole original de microscopie corrélative a été mis au point au cours de cette étude. Ce protocole, il utilise plusieurs techniques, dont un marquage a été réalisé sur la surface des échantillons pour servir de repère entre les différents champs d'analyse et permettre d'analyser exactement la mesure. Donc la première étape du protocole, c'est de localiser les anciens joints de grain sténétiques. Pour ça, on réalise une cartographie des orientations de surface de la martensite par EVSD. Chaque couleur correspond à une orientation spécifique. Cette cartographie, elle est ensuite utilisée pour reconstruire les anciens grains austénitiques. Pour ça, on utilise un code, qui est le code Merengue 2, qui a été développé par Lionel Germain au laboratoire de l'M3 de Metz, et dont l'utilisation m'a gentiment été accordée pour cette thèse par intermédiaire de Nathalie G. Donc, ce code, il permet une reconstruction de microtextures parentes à partir de cartographies mesurées après transformation de phase. Dans notre cas, la reconstruction s'appuie sur la relation d'orientation qui existe entre l'austénite et la martensite. Donc, avec ce code, on peut reconstruire la position des anciens grains sténétiques et donc la position des anciens joints de grains sténétiques ici en noir. En rouge, ici, vous avez des interfaces de plus forte désorientation comme les joints là, mais on s'y intéressera pas ici. Donc, on peut localiser la position des anciens joints de grains sténétiques. Maintenant, il faut les prélever pour faire des échantillons atomiques. Pour ça, on va prélever une lamelle de quelques microns de longueur qui contient une interface que l'on va déposer sur une pré-pointe pour faire une pointe pour manier dans son atome. Donc l'étape d'après, c'est d'affiner l'extrémité de cette pointe. Pour ça, on va bombarder des ions lourds autour de la pointe jusqu'à l'affiner. Mais la même problématique que tout à l'heure se pose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est l'interface dans la pointe. Rappelons tout de même que pour être analysée, l'interface doit être idéalement située dans les 100 premiers nanomètres de la pointe. Donc, pour localiser cette interface, on utilise la technique TKD, qui est une adaptation de l'EVSD en transmission. Donc, en réalisant des cartographies TKD entre chaque phase d'usinage annulaire, on peut localiser et donc contrôler le rapprochement de cette interface de l'extrémité de la pointe jusqu'à être dans la zone d'analyse. Les pointes sont ensuite analysées par son atomique. Les données sont traitées pour permettre une reconstruction. Ici, vous avez une reconstruction, un exemple de reconstruction d'une des pointes de l'étude, avec en bleu la position des atomes de bord, et ici, donc la surconcentration qui traduit la présence d'un ancien joint de grain austénitique. La quantification du bord à travers cette interface est réalisée à partir de profils de fraction atomique, qui est construit à partir d'un volume échantillonné dont la direction est prise parallèlement à la normale au plan du joint de grain, dans cette configuration. Donc ici, vous avez le profil de fraction atomique qui est associé à ce joint de grain. L'enrichissement maximal qui est observé est de 4,5% atomique sur 5 nanomètres de longueur. La teneur en bord dans le grain, ici, ne peut pas être extraite des données de son atomique, compte tenu de la taille des échantillons et de la limite de détection de la sonde atomique. On voit également que le joint de grain est incliné de 15 degrés par rapport à la configuration idéale qui est d'être perpendiculaire à l'axe de la pointe. Et dans cette étude, tous les joints de grain n'étaient pas dans la configuration idéale de 0 degré. Donc on a un élargissement des profils de fraction atomique, et pour s'affranchir de cet élargissement, deux approches sont utilisées. L'utilisation de l'excès interfacial et d'une correction des données. L'excès interfacial, c'est le nombre d'atomes en excès par unité de surface.
il est extrait à partir du profil intégral du nombre d'atomes cumulés. Un excès d'atomes à l'interface va créer un saut dans ce profil intégral cumulé qui correspond au nombre d'atomes, par rapport à la matrice, un nombre d'excès à l'interface par rapport à la matrice va créer un saut qui correspond au nombre d'atomes en excès à l'interface, n excès. Alors état, c'est une donnée relative à l'instrument d'analyse, et A, c'est l'aire de la surface qui est analysée, l'aire du genre. La correction des données, elle, consiste à modéliser le profil de ségrégation sous forme d'un profil rectangulaire de largeur E. Donc finalement, on va ramener l'épaisseur de ségrégation à une épaisseur E qu'on a choisie proche d'un champ de grain et à 0,5 nanomètres dans notre cas. Donc pour appliquer cette correction, on récupère les données de son atomique, donc le profil de fraction atomique ici en bleu. On va modéliser ce profil sous forme d'une gaussienne d'écart type sigma, puis on va transformer cette gaussienne en un profil rectangulaire de hauteur x corrigé max et de largeur E. Donc avec cette correction, on peut finalement obtenir une hauteur de ségrégation pour une largeur de profil donnée. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus. On a pu analyser 6 pointes contenant un ancien genre de grain cinétique pour 4 états thermiques. 2 échantillons pour l'état initial, donc, qui a été trempé en sortie d'océanisation, qui devrait donc être représentatif de l'équilibre thermodynamique. 2 échantillons qui ont été trempés juste après la trempe à 50 degrés Celsius par seconde, donc qui ont été maintenus 0 secondes à 600, puis un échantillon qui a été maintenu 5 secondes à 600 degrés Celsius, et un échantillon qui a été maintenu 100 secondes à 600 degrés Celsius. Ici, vous avez l'évolution du taux d'enrichissement corrigé. Alors, ce taux d'enrichissement corrigé, il est obtenu à partir des données corrigées avec x corrigé max et la teneur nominale dans le groupe. On voit que entre l'état initial et le début du maintien à 600, le taux d'enrichissement corrigé augmente, ce qui traduit un enrichissement du joint de grain qui a lieu pendant la trempe à 50 degrés Celsius par seconde. Sur le maintien, entre 0 et 100 secondes, le taux d'enrichissement corrigé diminue. D'après nos hypothèses, ça correspond à une déségrégation des solutés dominante sur l'enrichissement du joint de grain. Et s'il y a déségrégation, ça signifie que la teneur en bord au joint de grain à l'équilibre a été dépassée dès le début du maintien, à 600 degrés Celsius. Avec ces données, on ne peut pas dire, par contre, si 100 secondes de maintien sont suffisants pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Pour ça, il faudrait un temps de maintien un peu plus long pour déterminer s'il y a encore de la déségrégation. Ce que l'on peut voir également avec ces données, c'est que le taux d'enrichissement qui est extrait pour l'état initial AQ est plus élevé que celui extrait pour l'échantillon maintenu 100 secondes. Pourtant, selon la théorie de MacLean, à l'équilibre thermodynamique à 1000 degrés Celsius est attendue une valeur plus basse que l'équilibre thermodynamique à 600 degrés Celsius. On sait que pour l'échantillon maintenu 100 secondes, la valeur ne peut pas être plus élevée puisqu'elle est soit représentative de l'équilibre thermodynamique, soit elle ne l'est pas encore, et à ce moment-là, elle va continuer à diminuer avec la déségrégation pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Donc, l'hypothèse selon laquelle l'échantillon AQ est représentatif de l'équilibre thermodynamique semble fausse, et un enrichissement a certainement lieu lors de la trempe à 300 degrés Celsius par seconde, ce qui explique que cette valeur est plus élevée que celle extraite pour l'échantillon maintenu 100 secondes. Ici, vous avez l'évolution de l'excès interfacial. On voit qu'on a la même évolution que pour le taux d'enrichissement corrigé, avec une augmentation lors de la trempe et une diminution lors du maintien. Les données de son nous permettent également d'extraire l'énergie de ségrégation à l'équilibre, qui est extraite à partir de cette formule issue de la théorie de MacLean. On utilise les données corrigées pour extraire cette énergie de ségrégation, puisque la correction respecte les conditions de la théorie de MacLean, à savoir un profil rectangulaire qui correspond au profil de ségrégation à l'équilibre sur une épaisseur proche de celle d'un genre de grain. Alors, ce qui nous a paru être le moins risqué, c'était de considérer que c'est l'échantillon maintenu 100 secondes, la valeur extraite pour l'échantillon maintenu 100 secondes, qui se rapproche le plus de la valeur vraie de l'énergie de ségrégation à l'équilibre, puisque c'est l'état thermique qui se rapproche le plus de l'équilibre thermodynamique parmi tous les états thermiques étudiés. Donc, l'évolution que l'on a observée à partir des résultats expérimentaux semble proche de celle que nous attendions théoriquement, avec une augmentation puis une diminution de la teneur en bord au joint de grain jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique.
Alors, concernant, sur la base de ces résultats, finalement, nous avons cherché à modéliser la ségrégation du bore lors du même traitement thermique. Le modèle qui a été utilisé a été développé par Nicolas Roland. C'est un modèle binaire fer-bore qui repose sur le traitement en une dimension des profils de ségrégation. Le joint de grain est traité comme une phase très fine, d'épaisseur E. Les positions proches du joint de grain, à la fois dans le grain et le joint de grain, sont respectivement appelées 0+ et 0-. Le modèle repose sur plusieurs considérations. D'abord, le joint de grain est traité comme une phase homogène, c'est-à-dire qu'un atome qui entre dans le joint de grain modifie de manière homogène sa concentration. Ensuite, il est considéré comme un parfait puits de défaut, c'est-à-dire qu'une lacune qui entre dans le joint de grain est instantanément annihilée et donc n'existe plus pour le modèle. Et enfin, le modèle repose sur l'existence d'un équilibre local à l'interface, à la fois pour le bord libre et pour les lacunes. Donc, ce qui est représenté par ces équations. C'est-à-dire que la teneur dans le joint de grain à 0- et celle de la teneur à 0+ multipliée par le taux d'enrichissement à l'équilibre à la température T défini par Maclin. Pour les lacunes, la teneur en lacune à 0+ est toujours celle de l'équilibre thermodynamique à la température T considérée. Donc, dans un premier temps, on va considérer le cas de l'équilibre thermodynamique à une température T1 dans le modèle. Dans le joint de grain, et puis le modèle, excusez-moi, j'ai oublié. Le modèle, donc ici, pour réaliser un gain de temps en calcul numérique, comme les grains sont tous identiques, le modèle ne modélise que la moitié du grain. Donc dans le cas de l'équilibre thermodynamique à une température T1, dans le grain, la teneur en bord en 0- est constante et celle définie par Maclin. Dans le grain, la teneur en bord, en lacune et en complexe est également à l'équilibre et constante dans tout le grain. Donc la teneur en bord est définie par le taux d'enrichissement que je rappelle ici. La teneur en lacune, elle, est définie par donc cet équilibre à la température T1, par une constante anthropique et l'énergie de création d'une lacune. Pour la teneur en complexe, ça dépend de la teneur en bord libre dans le grain et de la teneur en lacune dans le grain, d'une constante anthropique KBD et de l'énergie de liaison de ces complexes. Maintenant, si on considère le cas d'une trempe infiniment rapide depuis cet équilibre thermodynamique à T1 jusqu'à une température T2 où le système est maintenu. Donc, on va voir déjà dans un premier temps comment le modèle traite le cas du bord libre. Le passage d'une température T1 à T2 est instantané, donc il n'y a pas de diffusion et la teneur d'un joint de grain et dans le grain est constante. Mais selon la théorie de Maclin, le passage d'une température à une température plus élevée va augmenter le taux d'enrichissement, donc à équilibre. Donc pour respecter les conditions d'équilibre local imposées au joint de grain, la teneur en 0+ doit décroître. Au premier pas de calcul, la diffusion est possible. Un gradient de concentration va se former dans le grain puisque la teneur en 0+ a diminué, ce qui va créer un flux de bord vers le joint de grain et donc qui va enrichir la position en 0+. Pour le maintien de l'équilibre local, des atomes de bord vont être rejetés de la position 0+ vers 0-, ce qui va donc enrichir le joint de grain. Au deuxième pas de calcul, l'augmentation de 0+ et 0- continue jusqu'à commencer à faire disparaître le gradient de concentration pour un temps de maintien un petit peu plus long. Le joint de grain continue à s'enrichir jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique pour un temps de maintien infini. Pour les lacunes, la chute de la température de T1 à T2 va également modifier l'équilibre thermodynamique. Donc pour le respect des conditions d'équilibre local, la teneur en lacune à la température T2 a diminué, donc la teneur en 0+ doit diminuer. Au premier pas de calcul, la diffusion est possible, un gradient de concentration se forme, un flux de lacune va se former en direction du joint de grain, ce qui va donc commencer au fur et à mesure du temps à diminuer le gradient de concentration, jusqu'à disparaître pour un temps de maintien infini. Maintenant, si on considère la présence de complexes, les complexes vont consommer une partie du bord libre et des lacunes libres. Donc finalement, la teneur totale en bord est donc la somme du bord libre et du bord contenu sous forme de complexe. La chute de la température va, de la même façon que pour les lacunes et le bord, créer une diminution en 0+, ce qui va créer un gradient de concentration dans le grain et donc un flux de complexe vers le joint de grain qui va également enrichir le joint de grain en bord.
Maintenant, si la teneur en 0- dans le joint de grain augmente trop, puisqu'on a une contribution à la fois du bord libre et du bord sous forme de complexe, les respects de la condition d'équilibre local va imposer le rejet d'atomes de 0- vers 0+. À ce moment-là, il va y avoir une inversion du gradient de concentration en bord, et donc c'est la déségrégation. Dans le modèle, une trempe non infiniment rapide est divisée en une multitude de paliers temps-température où la température chute instantanément. Donc le principe du modèle que je viens de vous expliquer s'applique, mais sur une multitude de paliers temps-température où la température chute instantanément jusqu'à atteindre la température T. Alors, au niveau des résultats, on a commencé par simuler le traitement thermique de l'échantillon initial, qui est représenté ici. Pour étudier ce qui se passe pendant la trempe à 300 degrés Celsius par seconde, puisqu'on a vu expérimentalement que la trempe ne semblait pas figer la ségrégation. Donc que nous dit le modèle? On a modélisé des grains de 30 microns, ce qui correspond à la taille de grain moyenne des échantillons analysés expérimentalement, et pour ces paramètres thermodynamiques. Donc l'énergie de ségrégation est extraite des échantillons de sonde atomique, et les autres paramètres sont extraits de la littérature. Donc dans le modèle, on rentre l'énergie de formation d'une lacune, l'énergie de liaison des complexes, les énergies d'activation à la diffusion des différentes espèces, les préfacteurs exponentiels au coefficient de diffusion des différentes espèces, et les constantes anthropiques qui servent au calcul des teneurs en lacunes et en complexes. Donc on peut obtenir ce type de résultat. On a l'évolution du taux d'enrichissement au cours du traitement thermique, donc avec ici le maintien à 1000 degrés Celsius et la trempe à 300 degrés Celsius vers l'ambiance. De la même façon, on peut obtenir l'évolution de la teneur en bord au joint de grain au cours du traitement thermique, donc avec le maintien et la trempe à 300 degrés Celsius par seconde. Ce que l'on voit ici, c'est que à température ambiante, en fin de traitement thermique, le taux d'enrichissement relevé est de 1340. Pourtant, selon la théorie de MacLean, à l'équilibre thermodynamique à 1000 degrés Celsius, il devrait être de 124. Donc, on a un enrichissement qui se passe pendant la trempe, et la trempe ne fiche pas la ségrégation, ce qui est confirmé ici par l'évolution de la teneur en bord au joint de grain qui augmente pendant la trempe. Donc finalement, le modèle nous montre aussi que l'état aqueux n'est pas représentatif de l'équilibre thermodynamique à 1000 degrés Celsius. Dans un deuxième temps, on a simulé le traitement thermique de l'étude, donc qui est rappelé ici, dans les mêmes conditions, donc toujours avec des grains de 30 microns, et pour les mêmes paramètres thermodynamiques. On peut obtenir donc ça, l'évolution de la teneur en bord au joint de grain au cours du traitement, avec ici le maintien à 1000 degrés Celsius, et là la trempe à 50 degrés Celsius par seconde, suivi du maintien à 600 degrés Celsius. Dans l'encart ici, vous avez un agrandissement de ce qui se passe pendant la trempe et le maintien. Donc on voit pendant la trempe qu'il y a une augmentation de la teneur en bord au joint de grain, ce qui signifie que la trempe laisse place à la diffusion et à l'enrichissement du joint de grain. Pendant le maintien, l'évolution de la teneur en bord n'est pas monotone. On voit qu'il y a une bosse qui est caractéristique d'une ségrégation hors équilibre marquée, où la teneur en bord au joint de grain dépasse la teneur attendue à l'équilibre thermodynamique, puis diminue jusqu'à atteindre un équilibre thermodynamique. Ici, la transition entre l'enrichissement et la déségrégation et la dominance de la déségrégation est autour de 260 secondes de maintien à 600 degrés Celsius. L'équilibre, lui, est atteint autour de 4600 secondes. Donc on voit bien qu'avec ce jeu de paramètres thermodynamiques, 100 secondes de maintien ne sont pas suffisants dans ce cas-là pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Cette valeur ici à l'équilibre est d'ailleurs dépassée des 12 secondes de maintien à 600. Donc ce qui signifie que des 12 secondes de maintien, il y a une inversion du gradient de concentration dans le grain et donc un début de déségrégation des 12 secondes au joint de grain. Maintenant, le modèle nous permet également d'extraire la teneur en bord au cœur du grain, donc au cours du traitement thermique, avec ici le maintien à 1000 degrés Celsius, puis la trempe et le maintien à 600 degrés Celsius. Donc toujours dans l'agrandissement, et ce qui se passe pendant la trempe et une partie du maintien. On voit que pendant la trempe, la teneur en bord dans le cœur du grain diminue, ce qui signifie que la diffusion atteint le cœur du grain. Pendant le maintien, on voit une évolution monotone, avec dans un premier temps une diminution de la teneur en bord au cœur du grain. Si on regarde attentivement, on voit qu'il y a une rupture de pente dans la diminution de cette teneur. Cette rupture, elle intervient autour de 220 secondes et elle correspond au moment où la déségrégation impacte le cœur du grain. Donc, la déségrégation commence, je le rappelle, au joint de grain à 12 secondes, mais elle n'impacte que le cœur du grain 200 secondes plus tard.
Et ça, en même temps que des complexes continuent de diffuser du cœur du grain vers le joint de grain. Donc ce qui explique pourquoi la teneur en bord dans le cœur du grain continue de diminuer. Après 570 secondes, la teneur en bord dans le grain réaugmente à nouveau jusqu'à atteindre un équilibre. Cette transition ici, elle correspond au moment où la dominance de la déségrégation va impacter le cœur du grain. Donc elle intervient plus de 300 secondes après avoir débuté au joint de grain. Avec le modèle, on peut également extraire l'évolution des teneurs dans le demi-grain. Donc les teneurs en lacune, en complexe, en bord libre ou en bord total. Ici, ces évolutions peuvent être extraites à différents instants du traitement thermique. Donc nous, on a extrait les instants qui nous intéressaient, donc l'équilibre thermodynamique à 1000 degrés Celsius, au début du palier de maintien, donc avec 0 secondes de maintien, puis avec 5 et 100 secondes de maintien, et l'équilibre thermodynamique à 600 degrés Celsius. Ici, vous avez l'évolution de la fraction de lacune dans le demi-grain. Donc attention, ici en abscisse, on est bien dans le demi-grain, c'est la distance qui sépare le joint de grain du cœur du grain. On voit que l'évolution de la fraction de lacune diminue dans le grain et au cours du temps, ce qui signifie que les lacunes s'éliminent au joint de grain. La même évolution est observée pour les complexes. On voit donc une diminution du nombre de complexes dans le grain, ce qui signifie que l'augmentation de la teneur en bord au joint de grain qu'on a observé tout à l'heure sur les graphiques précédents est au moins due en partie à l'élimination des complexes sur l'interface. Ce que l'on voit également, c'est que la teneur à l'équilibre à 1000 degrés Celsius et la teneur à 0 degrés Celsius, il y a une augmentation de la teneur en complexe lors de la trempe. Donc, des lacunes en excès de trempe ont été utilisées pour former de nouveaux complexes. Complexes qui se sont d'ailleurs éliminés à l'interface. Avec le modèle, on peut également obtenir l'évolution de la fraction de bord libre dans le demi-grain. Ici, on voit qu'à 0 secondes, on a un maximum de teneur en bord qui est supérieur à celle au cœur du grain. Cette bosse, en fait, elle correspond à une déségrégation qui a eu lieu lors de la trempe à 50 degrés Celsius par seconde. Après 5 secondes de maintien, donc on est ici sur cette courbe, la diffusion du bord libre vers le joint de grain va diminuer cette bosse et augmenter la teneur en 0+. Après 100 secondes de maintien, donc on est ici, une déségrégation des solutés majoritaires apparaît, ce qui enrichit progressivement le joint de grain. On voit également qu'après 100 secondes de maintien, la teneur en bord dans le grain n'est pas constante. Donc ici aussi, on voit qu'après 100 secondes, l'équilibre thermodynamique n'est pas atteint. Donc finalement, avec le modèle, on peut simuler la ségrégation du bord dans des conditions de traitement thermique particuliers et pour des paramètres thermodynamiques particuliers. On peut obtenir des données précises sur la diffusion des différentes espèces, à la fois dans le grain et dans le joint de grain au cours du traitement thermique. Donc maintenant, si on confronte nos résultats expérimentaux et numériques, cette confrontation elle est faite à partir de la fraction atomique en bord à l'interface. Donc dans le cas des données expérimentales avec X corrigé et dans le cas des données issues de la simulation avec la teneur en bord en 0- dans le joint de grain. Ici, vous avez l'évolution de la fraction atomique de bord au joint de grain au cours du maintien à 600 dans le cas des données expérimentales et ici la même évolution mais dans le cas des données numériques. Ce que l'on voit expérimentalement, c'est qu'on a une diminution de la teneur en bord au joint de grain au cours du maintien, qui correspond à une déségrégation majoritaire, et donc que la majorité de la ségrégation d'équilibre se produit lors de la trempe. Numériquement, on voit qu'il y a une phase d'enrichissement bien avant la phase de déségrégation des solutés. Ici, donc on est sur la même échelle avec 100 secondes de maintien, on voit qu'on n'a pas du tout le même profil que expérimentalement. Cette différence entre les données expérimentales et numériques, elle est liée soit au fait que les paramètres thermodynamiques n'étaient pas adaptés pour reproduire les données expérimentales, soit parce que le modèle actuellement ne peut modéliser qu'une seule phase de trempe, alors qu'expérimentalement, il y en a deux, puisque après le maintien à 600, les échantillons sont ramenés à température ambiante lors d'une trempe à 300 degrés Celsius par seconde. Trempe qui n'est pas prise en compte par le modèle, alors qu'on a bien vu qu'une trempe à 300 degrés Celsius par seconde depuis l'équilibre à 1000 degrés Celsius ne suffisait pas à figer la ségrégation. Cette différence, elle peut aussi venir du fait que, expérimentalement, nous n'avons pas un modèle binaire, puisque l'acier est composé d'une multitude d'éléments, et les résultats de son atomique ont montré que d'autres éléments ségrégeaient à l'interface. On a notamment relevé un enrichissement en carbone, en phosphore, en vanadium, en molybdène, en manganèse et en chrome. Donc toutes ces différences peuvent expliquer la différence de cinétique entre les deux groupes.
Donc, pour conclure, l'objectif était de comprendre un peu mieux la ségrégation du bord. Pour ça, 2 axes d'études ont été développés, un axe numérique et un axe expérimental. La modélisation nous permet de simuler la ségrégation du bord dans un acier qui est simplifié sous la forme d'un modèle binaire. Il apporte des informations précises sur la diffusion des différentes espèces dans le grain et le joint de grain, mais présente une forte dépendance aux paramètres numériques. Expérimentalement, on a pu faire des échantillons qui contiennent un ancien joint génétique grâce au protocole de préparation qui a été mis en place. Et ces échantillons montrent qu'une détection du bord est possible par son atomique dans un ancien joint génétique, et ce quelle que soit sa position, puisqu'on applique une correction des données numériques, les résultats expérimentaux montrent également que d'autres éléments s'égrègent à l'interface. Donc, qu'il y a des effets de synergie ou de co-ségrégation qui ne sont pas pris en compte par le modèle. Expérimentalement et numériquement, nous avons vu qu'une trempe à 300 degrés Celsius ne suffit pas à figer la ségrégation, et donc qu'un enrichissement a certainement lieu lors de la seconde trempe qui est appliquée sur les échantillons depuis à la fin du maintien à 600 degrés Celsius, qui n'est donc pas pris en compte par le modèle. On a également vu une évolution non monotone de la teneur en bord d'un joint grain comme ceci, donc avec une augmentation puis une diminution dans le temps, à la fois numériquement et avec les résultats expérimentaux, et ça pour des temps de maintien supérieurs à 1 seconde. Mais on a une différence d'échelle de temps entre les cinétiques expérimentales et numériques qui peut s'expliquer par un jeu de données numérique qui n'est pas adapté et par les différences entre la réalité expérimentale et le modèle, donc le fait qu'on n'ait pas un alliage binaire et expérimentalement, et le fait que la seconde trempe ne soit pas prise en compte pour le modèle. Donc ça ouvre de nombreuses perspectives, et notamment concernant la liste des joints de grain, de réaliser des analyses supplémentaires pour déjà confirmer les résultats de son atomique qui ont été obtenus en augmentant les statistiques. Ensuite, on pourrait mesurer la teneur en bord dans le grain et réaliser des études complémentaires avec un traitement thermique différent qui permettrait de tester des conditions de ségrégation différentes. Pour élargir un peu le sujet, on pourrait étudier la dépendance de la teneur en bord au joint de grain à la désorientation entre 2 grains. Donc ça, avec ça, les mesures réalisées par EBSD et avec le code de reconstruction seraient très intéressantes. Et enfin, dans le cadre de l'étude de la ségrégation du bord, une corrélation avec la teneur en bord et son effet sur la trempabilité serait très intéressante pour optimiser son effet sur la trempabilité. Et concernant le modèle, une des améliorations essentielles serait d'ajouter une seconde phase de trempe au modèle pour étudier finalement le même traitement thermique entre les données expérimentales et les données numériques, et d'accélérer numériquement cette cinétique, une ségrégation à l'équilibre, en déterminant le bon jeu de paramètres numériques, par exemple, en diminuant l'énergie d'activation à la diffusion des complexes, ce qui va accélérer la mobilité finalement des complexes, et diminuer l'énergie de liaison des complexes, qui va diminuer la stabilité des complexes. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été partiellement fait, mais qui pour le moment n'a pas permis de déterminer le bon jeu de paramètres. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre attention.